Voilà, eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence sur les dupes et sur la contrefaçon. Et vous avez devant vous un parterre de connaisseurs de ces sujets-là, qui n'ont pas forcément beaucoup vocation à parler devant du grand public de ces sujets-là. Donc l'occasion était vraiment toute trouvée dans un événement où l'on parle d'artisanat haut de gamme, voilà, d'avoir ce parterre prestigieux. Donc je commence par Delphine Sarfati, qui voilà, nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, qui est directrice générale de l'Union des fabricants, et on va lui demander dans quelques instants qu'est-ce que c'est que l'Union des fabricants et ce qu'on y fait. Emmanuel Guichard, qui est le délégué général de la FEBA. La FEBA, c'est les entreprises de la Fédération des entreprises de la beauté. Et puis Cécile Sella, qui est directrice de la propriété intellectuelle chez Chanel. Voilà, donc vous avez deux acteurs, on va dire, de l'interprofession, voilà, qui agit dans l'ombre. Et puis, voilà, chez Chanel, qui aussi agit dans l'ombre et dont le sujet de la lutte contre la contrefaçon et les dupes est le quotidien, finalement. Et voilà. Et moi, je suis Bénédicte Épinay, je préside le comité Colbert, qui est l'association qui représente le luxe en France et qui est l'organisatrice de l'événement auquel vous assistez ce week-end. Donc, je vais commencer par Delphine, par vous demander, Delphine, finalement, qu'est-ce que c'est que l'Union des fabricants et qui faites-vous ? Alors, merci beaucoup Bénédicte pour cette invitation. L'UNIFAB, c'est l'Association française de promotion et de défense de la propriété intellectuelle. Et notre action s'articule autour de 4 missions principales. La formation des autorités publiques, françaises et internationales, à la reconnaissance des vrais et des faux produits. La sensibilisation du grand public. Vous avez d'ailleurs juste au-dessus la dernière campagne que nous avons menée cet été à propos des dupes. Nous organisons aussi beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions avec le gouvernement, bon, quand on en a un, parce que bientôt, ce soir apparemment, de manière à pouvoir vraiment protéger la propriété intellectuelle, parce que la propriété intellectuelle, c'est notre économie, ce sont nos emplois, c'est vraiment notre pétrole en France. Et puis, est-ce qu'on peut définir ce que c'est en fait la propriété intellectuelle pour voilà, peut-être notre audience aujourd'hui qui ne sait pas précisément définir ce que c'est que la propriété intellectuelle. Bien sûr. Alors, en vulgarisant le propos, la propriété intellectuelle, c'est le droit qui régit la marque, le dessin, le modèle, le droit d'auteur, le brevet et les indications géographiques. Ça permet pour quelqu'un qui va créer quelque chose, quelqu'un qui va innover, qui va investir dans la recherche, de pouvoir protéger sa création et de pouvoir récupérer tout cet investissement de manière à ce qu'il ne soit pas pillé par n'importe qui. Alors, on a l'impression, et je pense que vous avez sans doute tous cette impression aujourd'hui, que la contrefaçon est un phénomène qui s'amplifie. Mais je voudrais d'abord qu'on dise un mot de l'histoire, parce que finalement, la contrefaçon est un phénomène assez ancien et qui touche le luxe. On est le premier secteur touché par la contrefaçon, mais qui touche aussi d'autres secteurs. Oui, la contrefaçon, effectivement, est multisectorielle aujourd'hui. On assiste vraiment à une démocratisation de la contrefaçon, à tel point que les consommateurs ne se rendent plus vraiment compte qu'acheter de la contrefaçon, c'est interdit. Mais c'est illicite et puis c'est dangereux. Donc, alors on va y revenir tout à l'heure, mais anciens, c'est-à-dire que les premiers produits contrefaisants, on les trouve à quel... Ouh là là, c'est très ancien. On a une amphore romaine au musée de la contrefaçon que nous avons la chance d'animer dans le 16e arrondissement à Paris. Et puis, c'était assez finalement fidèle à ce qu'on trouve aujourd'hui. Il s'agissait de remplir ces amphores d'eau ou d'autres choses en faisant croire que c'était du vin et puis, ou de l'huile avec des bouchons appartenant aux producteurs. Alors justement, je vous invite tous, puisque vous venez d'en parler, à aller visiter ce musée de la contrefaçon qui est rue de la Faisanderie, au siège de l'UNIFAB. Voilà, on voit des choses tout à fait étonnantes en visitant ce musée. Alors finalement, la question qu'on se pose tous, et peut-être que vous vous la posez aussi, c'est à qui profite le crime ? Pourquoi la contrefaçon se développe ?
La contrefaçon se développe de manière exponentielle depuis quelques années parce qu'elle est tenue aux mains des réseaux criminels. Il faut savoir que acheter une contrefaçon, vendre une contrefaçon, fabriquer une contrefaçon est finalement assez peu puni par la loi comparé à d'autres crimes comme le trafic d'armes, la prostitution, le terrorisme, etc. Le trafic de drogue. Et donc, ce sont ces mêmes réseaux criminels qui se sont greffés sur cette activité qui rapportent énormément. Pour 1 euro investi, on peut avoir jusqu'à 100 euros de bénéfices, voire 1 000 euros lorsqu'il s'agit, par exemple, de mettre simplement du sucre dans une pilule de médicament à la place d'un principe actif. Donc le lien, il est clairement établi, selon vous, entre contrefaçon et criminalité. Le lien est clairement établi. On a remis un rapport au gouvernement au mois de juin sur le lien entre la contrefaçon et le crime organisé. Nous avons un tas d'exemples sur différents produits, des produits de luxe, des parfums, des cosmétiques. Vous pouvez nous donner quelques exemples ? Oui, par exemple, on a repéré un trafic au mois de juillet dernier, un trafic de migrants. Et lorsque le trafic a été démantelé, on s'est aperçu que l'activité principale de ces migrants était de vendre de la contrefaçon. Nous avons, au mois de février dernier, démantelé un réseau à La Rochelle de vente de contrefaçon de luxe. Lorsque le réseau a été démantelé, c'était un réseau de vendeurs de drogue. Donc, c'est extrêmement lié et c'est une activité qui est tout à fait internationalisée. C'est-à-dire que maintenant, les trafiquants vont aller acheter, vont aller se sourcer des produits, soit à l'international, souvent en Chine, achetés par petits colis, et ensuite distribuer les produits sur les marchés français, ou parfois, c'est même pas la peine d'aller malheureusement en Chine. Il suffit d'aller à Saint-Ouen, où vous avez des ventes en gros. Et donc, ces produits sont revendus sur le marché du dimanche, évidemment. Puis, il y a aussi tout ce qui est virtuel, c'est-à-dire le digital. Énormément de contrefaçons qui sont vendues sur les sites entre particuliers, sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'e-commerce. Alors, on comprend bien du coup la complexité du problème, c'est qu'on est face à un serpent à 18 têtes, voire plus. Comment vous faites ? Alors, on essaie d'attaquer tête par tête, c'est-à-dire qu'on essaye, bien sûr, de se positionner avec une sensibilisation très forte du gouvernement et des parlementaires pour qu'ils aient bien ce sujet en tête de manière permanente. On travaille beaucoup avec les autorités opérationnelles pour qu'ils puissent agir. Évidemment, on fait de la formation. Par exemple, là, nous avons organisé une formation avec l'UMIC, qui est la Fédération des créateurs de contenu, donc en fait la fédération qui regroupe tous les influenceurs, pour expliquer aux influenceurs que faire de la promotion de contrefaçon, de dupes est interdite. Certains le font de bonne foi et ne s'en rendent pas compte, donc il est important de les sensibiliser au sujet. Et puis bien sûr, nous travaillons aussi vis-à-vis des consommateurs, parce que à la fin des fins, si le consommateur n'achète pas de contrefaçon, la fabrication s'assèche. Donc il est absolument indispensable de toujours sensibiliser les consommateurs, de travailler avec les médias pour que ce sujet soit traité de manière récurrente et évidemment de mener des campagnes là où le consommateur se trouve, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, évidemment en affichage, dans les villes. Voilà. Donc cette coopération avec le monde digital est absolument efficace. D'ailleurs, on le voit pour notre dernière campagne, celle qui s'affiche derrière vous, elle a été vue par 55 millions de consommateurs en France, dont 33 millions étaient sur TikTok. D'accord. Alors, je voudrais revenir une seconde sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que finalement, acheter un produit contrefaisant est sanctionné, ou devrait l'être en tout cas, mais vous avez dit, finalement, ça ne l'est pas beaucoup, ni vis-à-vis de ceux qui produisent des produits contrefaisants, ni le consommateur. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, là, vous avez du travail, vous avez du pain sur la planche ? Alors, on a effectivement du pain sur la planche parce que l'amende est de 700, c'est jusqu'à 750 000 euros en France et 7 ans d'emprisonnement. Donc ça, c'est pour qui ? Pour celui qui fabrique ? Alors, c'est celui qui fabrique, celui qui achète ou celui qui vend. D'accord. Il n'y a pas de différence en droit français. Néanmoins, ce sont des peines qui ne sont jamais prononcées par les magistrats parce que, et on comprend bien les magistrats, comparé à d'autres trafics beaucoup plus graves, finalement, la contrefaçon passe un peu sous le radar de toutes les autorités. C'est en cela que nous devons énormément travailler pour que ces peines puissent être
plus largement prononcée. Et nous travaillons aussi avec l'Assemblée nationale, dont nous avons une digne représentante dans la salle, en la personne de la députée Emmanuelle Hoffmann, et également avec Catherine Dumas au Sénat, pour que puisse être possible en France une amende forfaitaire délictuelle, c'est-à-dire qu'à l'image de ce que vous avez lorsque vous achetez de la drogue dans la rue, lorsque vous achèterez de la contrefaçon dans la rue, vous pourrez avoir une amende immédiate de 250 €, ce qui, je pense, va freiner beaucoup le consommateur, en tout cas va le faire réfléchir à vraiment son achat. Très bien. Alors, on a planté le décor. Maintenant, on va voir avec Cécile Sellac comment ça se passe pour une grande maison comme Chanel. Donc, je le disais, vous êtes directrice de la propriété intellectuelle chez Chanel. Votre quotidien, c'est quoi? Ça ressemble à quoi, Cécile? Alors, il y a plusieurs choses, déjà pour un peu rappeler l'océan dans lequel on se situe en matière de contrefaçon et de dupes. Déjà, comme le disait Delphine, on fait face à une recrudescence de ces problématiques. Non seulement de la contrefaçon, tout le monde sait ce que c'est qu'une contrefaçon. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore entendu parler des dupes. Mais grosso modo, un dupe, c'est la copie d'un produit de marque, mais sans logo. Or, il peut être protégé par un droit de propriété intellectuelle et lorsqu'il est copié aussi, c'est une contrefaçon. Donc nous faisons face à une recrudescence de la contrefaçon et des dupes et nous agissons contre ces deux problématiques. Juste quelques chiffres pour expliquer ensuite ce que l'on fait. Juste pour rappeler les propos aussi et corroborer ce que disait Delphine, la contrefaçon dans le monde, c'est 3% du commerce mondial. Donc 3% des produits dans le monde sont des contrefaçons. Donc vous avez tous acheté sans le vouloir, ou peut-être certains en le voulant, mais tous acheter de la contrefaçon au moins une fois dans votre vie. Donc 3% du commerce mondial, et ça correspond à des PIB de pays du type Suède ou Singapour ou Hong Kong. Donc c'est colossal. C'est absolument colossal. Et les gens, je pense, ne s'en rendent pas compte parce qu'ils voient quelques contrefaçons circuler peut-être sur des marchés de Marrakech ou sur TikTok ou les réseaux sociaux, mais ils ne se rendent pas compte en fait qu'ils sont... c'est à portée de main. Le point auquel on fait face, c'est vraiment donc une augmentation. Ça a triplé en 10 ans. Et il y a 10 ans, il y avait déjà du travail. Et vraiment, sur le sujet de la mode et des produits de luxe, on a aussi des études qui montrent que 20% des publicités sur les réseaux sociaux sont des contrefaçons. Donc il y a vraiment le sujet des réseaux sociaux qui fait que ça a complètement amplifié ce phénomène. Quand vous dites ça a triplé, est-ce que ça a triplé parce que c'est plus visible, justement en raison des réseaux sociaux, ou ça a vraiment triplé en valeur? Alors ça a triplé en visibilité, ça c'est sûr, et donc en valeur, puisque forcément le consommateur est plus amène à acheter de la contrefaçon. On se rend compte qu'il en achète, donc encore une fois, quelquefois de son plein gré, et malheureusement il y a une tendance chez les jeunes à acheter de la contrefaçon de manière un peu plus désinhibée. Donc c'est devenu plus socialement acceptable d'acheter de la contrefaçon, et on considère que c'est aussi à cause des réseaux sociaux, de certains influenceurs qui font comme si la contrefaçon c'était la même qualité ou c'était la même origine, alors que c'est faux. Donc il y a vraiment une influence là-dessus qu'il faut combattre. Et aussi, on se rend compte, la digitalisation, même l'IA, fait passer des messages complètement faux, des fake news, qui fait que ça augmente véritablement l'envie d'acheter une contrefaçon, l'envie de faire une bonne affaire dans un contexte économique qui peut nous faire vouloir vraiment évidemment acheter au meilleur prix, mais qui fait qu'il y a de la contrefaçon derrière. Qui fait passer la contrefaçon pour la bonne affaire, en fait. Exactement. Exactement. Et on l'a vu en début d'année avec ces vidéos d'influenceurs chinois sur TikTok notamment et sur Instagram qui ont été vues des milliards de fois. Où on nous expliquait que les produits de luxe étaient fabriqués en Chine. Exactement. Et donc qui offraient la bonne affaire. En fait. Exactement. Ce qui était évidemment totalement faux, mais qui malheureusement a touché un certain nombre de publics, notamment ceux qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux et donc les jeunes. Donc comme le disait Delphine, avec l'Union des fabricants, vraiment on essaye de toucher les jeunes par le biais de campagnes donc de l'Union des fabricants, de la FBA et de toutes les associations pour véritablement leur faire comprendre les enjeux et les risques pour eux. Donc pour revenir à ce que nous faisons, donc nous c'est l'axe pour Chanel et comme toutes les grandes maisons de luxe, c'est véritablement d'agir sur le terrain et aussi de sensibiliser. Donc en termes d'action sur le terrain, donc encore une fois quelques chiffres. L'année dernière, grâce aux actions des pouvoirs publics, des douanes, de la police et de tous nos réseaux en fait partenaires, on a saisi plus de 5 millions de produits contrefaisants Chanel
et de parties de produits contrefaisants dans le monde, dans près de 90 pays, juste pour donner un petit peu l'ampleur du phénomène. Et on agit contre les fabricants, beaucoup en Chine malheureusement, mais aussi dans d'autres pays comme en Turquie et même en Italie. On agit contre les revendeurs et aussi vis-à-vis des intermédiaires. Donc les plateformes, les réseaux sociaux sont partie prenante dans cette lutte et doivent véritablement mettre en place des actions et des filtres pour que les produits n'atteignent pas le consommateur. Donc voilà le type d'action que l'on fait et j'aimerais vraiment pointer un point sur le risque, les dangers. Et je sais qu'Emmanuel va aussi en parler parce que pour la cosmétique, c'est un enjeu tout particulier. Nous voyons beaucoup de contrefaçons de parfums Chanel, malheureusement, de cosmétiques Chanel. Et récemment, pour donner juste un exemple, il y a eu une énorme saisie aux États-Unis. L'avocat général du Michigan a pris la parole pour expliquer en fait le problème pour le consommateur, puisque des centaines de milliers de parfums étaient vendus par des contrefacteurs sur Amazon et sur Walmart, donc des plateformes qui ont pignon sur rue et qui malheureusement aussi sont les intermédiaires de la vente de contrefaçon. Et à ce titre, on a pu tester régulièrement des produits de contrefaçon de cosmétiques et de parfums Chanel, et ceux-ci sont véritablement toxiques. Il y a des ingrédients cancérigènes et donnés à l'appui. Donc, on voudrait vraiment alerter le consommateur aussi, c'est qu'en achetant sur des réseaux non agréés Chanel, il y a véritablement un risque d'acheter de la contrefaçon sans le vouloir. Et peut-être un exemple sur une merveilleuse idée qu'ont eu les équipes juridiques et chez Chanel, qui est de mettre en place un logo qui dit quand vous achetez sur ce site, c'est à un distributeur agréé, vous êtes sûr de ne pas acheter de la contrefaçon. En dehors de ce réseau, rien n'est sûr malheureusement. Donc première action véritablement terrain et évidemment une action de sensibilisation. Donc grâce à ce forum, on était vraiment on se réjouissait que les consommateurs, les clients et plein de personnes puissent comprendre en fait ce qu'est le luxe, parce qu'on se rend compte en fait qu'il y a une incompréhension sur ce qu'est le luxe. C'est pas uniquement des grands groupes avec des logos très visibles. En fait, le luxe, c'est l'artisanat, c'est le savoir-faire, c'est des centaines d'années de savoir-faire, d'artisans. C'est tout un écosystème d'artisans et de petites maisons en France en particulier. Et on sait que l'Assemblée nationale et le Sénat sont particulièrement touchés par ce sujet, parce que là, on parle d'un écosystème, on parle de l'attractivité de la France, on parle du tourisme, on parle de la culture. Et donc, lutter contre ces copies, lutter contre ce vol de propriété intellectuelle, c'est aussi protéger cet écosystème. Alors, on va en venir maintenant à parler d'un autre sujet. Donc, vous avez commencé à parler, c'est les dupes, c'est celui de dupes. Et Emmanuel, on va en parler un peu avec vous parce que, en fait, vous faites face dans la parfumerie à ce que je pourrais appeler un raz-de-marée. Ah oui, complètement. Donc le sujet de la contrefaçon qui date de la Rome antique a été évoqué. Nous, le nouveau sujet, c'est donc les dupes, qui devient de l'anglais duplicates. Donc en fait, le nom est assez transparent, même si vous ne parlez pas beaucoup anglais. Ce sont effectivement des contrefaçons. Ce qu'elles ont un peu de spécifique, ces dupes, c'est tout d'abord que ce ne sont pas des copies un peu classiques, c'est-à-dire que ça ne va pas être un flacon qui imite exactement le numéro 5, ça ne va pas être au niveau olfactif exactement la même chose. Donc c'est un nouveau type de copie qui fait que l'arsenal juridique est toujours un peu plus compliqué à mêler. Mais surtout, c'est une copie qui est entièrement vendue sur les réseaux sociaux, sur le digital. Et ça, pour la parfumerie, c'est très nouveau, parce que la caractéristique des parfums, c'est qu'il faut les sentir. Voilà, nous, on est une industrie du sensoriel, tant les parfums que les crèmes. D'habitude, c'est pour ça que vous avez des échantillons, vous les testez. Et au bout d'un moment, si vous les aimez, vous les achetez, soit dans les réseaux de distribution, soit déjà sur Internet. Et ce qui se passe avec les dupes, en fait, c'est qu'on a, et notamment porté par le boom du parfum, parce qu'on a un boom du marché mondial de l'olfaction et du parfum, un certain nombre en tout cas une possibilité de vendre des parfums sans les tester. En fait, c'est un peu ça la nouveauté, par des influenceurs de peu scrupules. Donc, si vous ne connaissez pas les dupes, allez sur n'importe quel réseau social. Donc, vous allez sur... Non, il ne faut pas inciter les gens à aller voir. Mais justement, pour que
c'est pas pour que les gens l'achètent, c'est justement pour que les gens se rendent compte à quel point il y a un raz-de-marée, parce qu'on a aussi un petit sujet générationnel dans le sujet, parce que les dupes, ça n'avait pas été trop perçu dans l'industrie. Alors déjà, parce que l'industrie est en croissance, donc l'industrie étant en croissance, notamment le parfum, partout dans le monde, puisqu'on a un boom du parfum partout dans le monde, eh bien, ce code-part des dupes était assez peu visible. Et ce qui est un danger terrible pour notre industrie, c'est que ça touche les jeunes. Et les jeunes, c'est la catégorie qui achète le plus de parfums aujourd'hui, en tout cas qui aimerait en acheter le plus. C'est bien sûr nos consommateurs du futur. Et les jeunes se retrouvent à travers donc voilà, des influenceurs, pas mal sur TikTok et sur Amazon, amenés à acheter des dupes. Donc c'est pas dur, hein, c'est un influenceur qui vous dit tel parfum, en fait, ça sert à rien de l'acheter, il faut acheter celui-là. Voilà. Et ce qui est aussi un peu nouveau derrière, c'est que donc nous, notre problématique, c'est pas tant les influenceurs avec lesquels on peut effectivement travailler, c'est plutôt le réseau de contrefaçon qu'il y a derrière, puisque bien évidemment, on vous dit que c'est fait en France, c'est jamais fait en France, hein, dans l'immense majorité, c'est fait en Asie. On vous dit que ça va sentir, alors si je prends par exemple le bleu de Chanel, et au final, vous avez quelque chose qui sent un peu l'arpic WC. Donc en fait, on est vraiment dans de la contrefaçon la plus basique possible, mais avec un nouveau visage, un visage beaucoup plus sexy, un visage beaucoup plus diffus, un visage beaucoup plus tendance. Et puis, il y a le risque santé qu'évoquait Cécile. Quand même, pour ces jeunes qui se mettent quand même sur le visage, donc il y a un contact avec la peau, d'un liquide qui est quand même potentiellement dangereux. Exactement. Alors, pour quand même saisir le tsunami qui nous arrive autour des dupes, donc avec la Fédération des entreprises de la beauté, on a fait donc un sondage avec un institut de sondage et donc avec Seaways. Et sur l'année dernière, on a un Français sur 3 qui a acheté des dupes. Voilà, cosmétiques. Donc on n'est pas sur quelque chose à la marge, on est vraiment sur quelque chose de très fort. Et n'ayant d'ailleurs pas, parfois pas le sentiment d'avoir fait une bêtise. Exactement. C'est-à-dire que voilà. Exactement. À la fois de façon un peu décomplexée, qui est un peu la problématique que tu évoquais, hein, de la contrefaçon décomplexée, mais parfois aussi parce qu'ils se font un peu avoir. Et en termes de santé, donc il y a le sujet sur les parfums qui est un peu plus compliqué à comprendre. Pourquoi un parfum serait dangereux, on peut imaginer sur quelques ingrédients, mais il y a un exemple très clair face auquel on a été confronté l'été dernier, c'est de la crème solaire. Donc c'est de la crème solaire vendue en étant un dupe parfait d'une crème solaire très connue qui n'avait pas d'indice solaire. Absolument aucun indice solaire. Et donc ça, c'est quand même la preuve à la fois qu'on est face à des gens qui n'ont aucune moralité, aucun scrupule sur le sujet. La plupart du temps, ils disent que c'est du fait du Made in France. C'est faux. Donc en plus, l'intégralité des allégations qui sont alléguées sont fausses. Et ce qu'il faut aussi comprendre par rapport à la logique des réseaux sociaux, donc si vous connaissez un peu le sujet des algorithmes, ce qui se passe en plus, c'est que le mot dupe étant très haut dans les algorithmes, parfois les influenceurs font de la pub pour des dupes, non pas pour gagner de l'argent en vendant des dupes, mais parce qu'au niveau conversationnel, c'est très important de parler dupes. Parce que quand ils parlent dupes, ils sont remontés dans l'algorithme. Donc c'est pour ça que nous, notre problématique n'est pas tant d'attaquer les influenceurs, c'est vraiment les réseaux de criminalité qu'il y a derrière, hein, puisque c'est ces produits qui sont importés en grande majorité d'Asie, voire assemblés en Europe dans des ateliers qui sont clandestins, et avec un risque sur la santé qui, chaque jour, devient plus visible. Si je parle d'un autre univers, hein, si vous m'autorisez, c'est sur ces plateformes qui vendent beaucoup de dupes. On trouve aussi, par exemple, du mobilier, par exemple, des lits bébés, hein, je pense que tu pourras en parler, et bien sûr, ils ne respectent absolument aucune réglementation. Donc on est face à quelque chose, et le chiffre qu'il faut avoir en tête, sous ton contrôle, hein, c'est que l'an dernier, il y avait 750 millions de petits colis qui sont rentrés en France. 750 millions. Donc vous comprenez bien que quand bien même les douanes travaillent, surtout avec toi, on ne peut pas vraiment tout contrôler, tout adresser, d'où le fait qu'il y a une responsabilité du consommateur et vraiment que nos consommateurs, et notamment les plus jeunes, puissent prendre conscience à la fois du risque sur notre propriété intellectuelle et donc sur l'avenir de nos maisons, et aussi sur le risque qu'il peut y avoir pour leur santé. Delphine ? Je voulais juste ajouter deux chiffres qui me paraissent importants. En France, durant les 6 derniers mois, le hashtag dupe a été vu 2,8 milliards de fois en France. 2,8 milliards uniquement en France, ce qui est complètement hallucinant comparé à la population française.
Mais alors, restons un instant avec vous, Delphine. Finalement, est-ce qu'on est dans une zone grise quand on achète un dupe, ou acheter un dupe, est-ce également pénalement responsable? Alors, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que les contrefacteurs sont des gens, vous l'aurez compris, très intelligents. Et donc, ils ont inventé un nouveau vocabulaire. Et on parle de dupe, on parle de clone, on parle de générique, on parle de pink tea en Asie. Et donc, évidemment, que actuellement, le droit n'utilise pas ces mots. C'est-à-dire que la contrefaçon est punie par la loi, le dupe n'est pas puni par la loi. Donc, on est en attente des premières jurisprudences utilisant le mot dupe. Et c'est en cela, finalement, que le consommateur est complètement décomplexé, puisque on lui fait croire que finalement, acheter un dupe, c'est simplement être plus malin que les autres et avoir le même produit pour pas cher. Mais moi, j'ai fait l'expérience avec mon parfum, en achetant le dupe du parfum dans une grande enseigne en France. Ben, je peux vous garantir que ça n'avait rien à voir. Alors, je ne sais pas si c'est l'influenceur qui s'est fait berner ou s'il le faisait sciemment, mais... parce qu'il faut faire l'expérience pour vraiment se rendre compte. Et la réalité, c'est que les produits sont très différents, très très différents. Et ça, c'est, je dirais, dans le meilleur des cas. Le pire des cas, et c'est celui qui arrive souvent, c'est que c'est des contrefaçons, comme l'a dit Emmanuel, qui ne respectent pas les normes et qui peuvent être dangereux. Alors, on a une jurisprudence qui est en train de se construire, avec Chanel et le cas Jonac. Peut-être, Cécile, vous pouvez nous en dire un mot? Tout à fait. Alors, la jurisprudence se construit, elle existe d'ores et déjà, en fait. C'est juste qu'on n'appelait pas dupe, on appelait ça une copie parasitaire, on appelait ça aussi une contrefaçon. Donc, je rappelle juste qu'une copie d'un modèle enregistré, donc qui maintenant s'appelle dupe, est une contrefaçon de modèle et c'est un délit pénal. Une copie d'un produit qui est protégé par un droit d'auteur, qu'on appelle aussi dupe, c'est une contrefaçon de droit d'auteur, c'est un délit pénal. Et après, donc ça c'est pour les produits qui sont protégés par un droit d'auteur, par un droit de dessin et modèle. Sinon, quand il s'agit de la copie de nos modèles iconiques, comme peut-être que vous connaissez nos Slimback, donc comme celui que vous avez au pied, eh bien, nous avons en fait aussi un système judiciaire qui nous permet d'attaquer et de gagner sur le fondement du parasitisme, de la concurrence déloyale. Donc, un dupe est d'ores et déjà en fait happé par le système juridique. Là où il faut vraiment agir, c'est de faire comprendre aux consommateurs qu'un dupe n'est pas forcément légal. Et là, on a besoin en fait de faire comprendre que dupe est égal à des sujets juridiques de contrefaçon également. Donc c'est aussi ça. Je voudrais juste aussi apporter une note plutôt positive. Parce qu'en fait, effectivement, dupe devient très très haut dans les réseaux sociaux. On se rend compte qu'une tendance commence à venir à l'inverse. C'est-à-dire que maintenant que les gens ont pensé acheter des dupes et avoir la même qualité qu'un produit original ou authentique, eh bien, ils se rendent compte que la qualité n'est pas au rendez-vous. Bon, ça, on le savait un petit peu déjà, mais au moins, c'est tant mieux. Mais les influenceurs, en fait, commencent à disséquer les éléments des dupes pour montrer, ah ben non, en fait, ça n'a rien à voir avec un produit authentique et original. Et ça, c'est bien parce que ça montre en fait qu'il y a quand même une prise de conscience qu'on espère va grimper et que voilà, qui va permettre véritablement d'inverser la tendance. Mais c'est quand même sur des sujets positifs de montrer qu'il y a une prise de conscience sur les valeurs de l'authenticité, de la création du savoir-faire. Dieu merci. C'est ce qu'on présente ici dans ce salon. Un mot de conclusion, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer dans les mois à venir, Delphine Sarfati? Qu'est-ce que le gros du travail aujourd'hui, il est face aux consommateurs, il est face au pouvoir politique, il est avec la police? Je pense qu'il est avec les réseaux sociaux et avec le monde digital. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut être du bon côté de la force, pour ceux qui ont la référence. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'on ne peut pas, dans un monde où économiquement le digital pèse autant, il n'est pas acceptable qu'il facilite le trafic de contrefaçon. Donc je pense qu'ils doivent comprendre, et c'est grâce à nos actions aussi qu'on arrive à dialoguer avec eux, que de manière systématique, dès qu'il y a un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne, le produit doit être supprimé, parce que soit le consommateur se fait berner d'après l'IFOP dans 40% des cas, soit il achète sciemment de la contrefaçon, toujours d'après l'IFOP, 60% des cas, et donc ce n'est pas acceptable. Et il y a un petit travail aussi, j'ajoute, auprès des journalistes, parce que c'est ce qu'on avait vu en début d'année au moment de la fête des mères, où un journal d'une grande antenne à une heure de grande écoute,
le journaliste disait, vous n'avez pas trop de sous, achetez à votre maman un dupe de parfum, ça lui fera plaisir. Et en plus, ça n'est pas illégal. Ben si, c'est illégal. Donc voilà. Effectivement, mais alors enfin moi je l'ai ressenti et je pense qu'on l'a un peu tous ressenti. Les journalistes, je crois, commencent à comprendre le sujet. Il y a un certain nombre d'articles. Emmanuel l'évoquait tout à l'heure, juste avant cette conférence, dans l'EL, il y a un très bel article sur le sujet des dupes qui est bien traité. Donc je crois qu'ils ont compris, ils commencent à comprendre en tout cas. Mais bon, les journalistes, c'est comme vous et moi, hein, et on a besoin de leur expliquer pour qu'ils comprennent. Emmanuel ? Oui, c'est-à-dire qu'à côté du côté lutte contre les dupes et effectivement sensibilisation du consommateur, c'est aussi important de réaffirmer ce qu'est une marque et ce qu'est l'acte de création. C'est d'ailleurs ce qui est fait ici pour nous. Donc il y a l'ISIPCA qui est l'école qui forme les parfumeurs créateurs qui est ici. C'est important aussi de rappeler que derrière les marques, il y a tout un travail vraiment de création artistique et aussi tous nos engagements sur le développement durable. Parce que cette génération qui est la génération qui va acheter plutôt ces dupes, c'est en même temps la génération qui est la plus engagée sur la transition environnementale. Et la transition environnementale, c'est clairement pas avec des parfums à 5 € qu'elle sera faite. La transition environnementale, elle sera faite avec des maisons qui s'engagent sur le long terme, sur la création de filières, sur la création de filières agricoles, de décarbonation. Oui, c'est important de le rappeler, je pense, effectivement. Cécile ? Peut-être 3 points. Restons vigilants. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Le deuxième point, comme vous l'avez marqué, c'est la dangerosité. Faire attention en fait, au fait que ça peut véritablement être dangereux pour la santé. Et le troisième point, c'est ce que disait Emmanuel, c'est vraiment sur la question du savoir-faire, d'écosystèmes vertueux à préserver et qui n'est effectivement pas préservé par la contrefaçon et les dupes. Vous l'aurez compris, notre message du jour, c'était n'achetez pas de dupes, n'achetez pas de contrefaçon. C'est pas bon pour votre santé et c'est pas bon pour nos maisons, voilà, qui défendent l'emploi en France ou en Europe en tout cas. Voilà. Merci pour votre attention.